Bonjour, ici Piero San Giorgio. Chose promise, chose due, je vous avais promis une vidéo où j'expliquais, dans le contexte également de la survie, les différences entre ennemi, adversaire et traître. Alors, si on prend les définitions du dictionnaire de la langue française, l'ennemi est une personne ou une organisation, qu'elle soit un État ou un groupe de personnes, qui vous veut du mal, qui cherche à vous nuire ou qui combat dans un groupe opposé. Et moi, j'ajouterais à la définition de l'ennemi la personne ou les groupes de personnes, quelles que soient, ou les philosophies, ou les croyances, ou systèmes politiques, qui veulent vous tuer, vous faire du mal, ou vous remplacer. Et donc, ça inclut la conversion. Donc, l'ennemi, pour moi, il est très clair. Donc, je répète, c'est quelqu'un ou un groupe ou une organisation ou un État qui veulent vous tuer, vous faire du mal, généralement ça va ensemble, ou qui veulent vous remplacer, vous annihiler culturellement, et donc ça inclut la conversion, c'est-à-dire vous forcer, vous obliger à changer votre mode de valeur, à changer votre civilisation. Donc l'ennemi est très clairement défini. L'ennemi, comme le disent parfois pas mal de philosophes ou d'historiens, l'ennemi, il peut soit être nommé, c'est-à-dire que l'on va dire, voilà, on a défini l'ennemi tel que le groupe dans lequel on fait partie le perçoit, généralement c'est l'autre, mais pas toujours. Mais enfin, on peut le définir. Mais l'ennemi peut aussi lui-même nous définir comme ennemi, et donc, par obligation, nous nous retrouvons face à un ennemi qui nous a désigné comme ennemi. Donc, il est Carl Schmitt, hein, ça vient aussi je vois que dans le Nomos de la Terre, il explique qu'il n'y a pas besoin forcément toujours de nommer un ennemi, mais c'est l'ennemi qui nous nomme. Donc on peut très bien imaginer que l'on ait une culture qui ne voit pas dans un certain groupe des ennemis, mais que ce certain groupe, même si ce n'est pas forcément la majorité du groupe dans lequel les dirigeants font partie, eh bien, nous désigne comme ennemis. Ce n'est pas très français comme phrase, mais j'imagine que vous comprenez l'idée de cela. Et il serait intéressant d'opposer ce concept d'ennemi avec le concept d'adversaire. Alors, l'adversaire, encore une fois, selon le dictionnaire, dans la langue française, l'adversaire est quelqu'un qui vous est opposé, c'est quelqu'un qui est un antagoniste, notamment dans un combat, un jeu ou une discussion, et donc un procès ou par exemple une idée. Alors là, quand on parle de combat dans ce sens-là, il faudrait définir combat dans le sens où c'est un combat d'idées ou un combat d'opinion. Il n'y a pas de volonté de faire du mal physiquement, il n'y a pas de volonté de vous détruire. Il y a peut-être la volonté de vous convaincre, il y a la volonté d'avoir raison, il y a la volonté d'avoir la prééminence par rapport à vous, mais dans une approche non violence physique. Donc il y a pour moi une très très grande différence entre l'adversaire et l'ennemi. L'adversaire, je vous dirai ensuite comment réagir et dans le contexte de la survie, en quoi ces choses sont importantes de bien les définir et de bien comprendre. Ensuite vient, alors avant de parler du traître, je vais parler du crime. Alors le crime, encore une fois, le crime est une infraction à la loi, euh, donc d'une offense ou une infraction à la loi telle qu'elle est définie par le groupe. Donc évidemment, le crime est quelque chose de très relatif, hein. Par exemple, vous violez une femme en Somalie, vous êtes mis à mort. Vous violez une femme en Europe, on vous tape un petit peu sur la main, et encore, ce serait probablement considéré comme étant une atteinte à l'intégrité corporelle du violeur. On va vous donner du sursis ou on va vous expliquer. Ça dépend de qui vous êtes, hein. Si vous êtes européen, vous allez prendre 5 ans de prison. Si vous êtes un migrant, etc., on va probablement même rien vous faire. Donc c'est très variable, hein, le crime et les punitions qui vont du crime. Je vous en parlerai dans une autre vidéo un peu plus en long, comment dans une phase d'effondrement nous devons gérer, à mon avis, vous réfléchissez toujours par vous-même et faites ce que vous voulez, comment on devra gérer la loi et le crime. Le traître, lui, en revanche, ou elle, souvent c'est elle, le traître, là aussi dans la définition, on va parler de quelqu'un qui est déloyal. Euh, on parle d'intelligence avec l'ennemi.
On parle aussi dans la définition crime contre son pays. Alors, moi je pense que le traître, il faut prendre une définition beaucoup plus simple. La définition du traître, c'est celui qui aide euh, moralement, philosophiquement, mais aussi physiquement l'ennemi. Donc avant de définir qui est le traître, il faut d'abord définir évidemment qui est l'ennemi. Sinon, évidemment, ça peut s'appeler éventuellement de la subversion, ça peut s'appeler voilà, des idées politiques qui nous sont adverses, mais ce n'est pas encore la traîtrise. La traîtrise, c'est à partir du moment où on a défini qu'il y a un ennemi. Et il peut y avoir un ennemi sans qu'il y ait guerre. Notamment parce que la guerre est une cristallisation physique d'un combat entre des ennemis. Un combat qui peut être, dans une première phase, non déclaré, qui peut être couvert, qui peut être caché, qui peut être sournois. Alors que la guerre est une manière d'affirmer un état de choses, une réalité physique, et donc une mise en place de lois différentes. Il faut savoir qu'en état de guerre, les lois sont souvent très différentes que les lois en temps de paix, ou en temps, j'allais dire normal, alors qu'en fait, dans l'histoire de l'humanité, le temps normal, c'est le temps de guerre. On peut le regretter, certainement je le regrette, mais c'est comme ça. Alors là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les attitudes à avoir. Alors, c'est très personnel, encore une fois, pensez par vous-même et faites ce que vous voulez. Mais pour moi, euh, la coexistence avec l'ennemi, alors tout d'abord, il faut nommer l'ennemi. Ensuite, la coexistence avec l'ennemi, elle nécessite que d'abord l'on soit conscient de l'ennemi, mais enfin, cette coexistence, elle est possible. On peut être dans une phase de paix ou une phase, en tout cas, de non-agression avec l'ennemi. Et ce concept de non-agression est très important. Par exemple, moi, je crois fondamentalement qu'une des valeurs fondamentales de l'être humain est celui de ne pas initier la violence contre les autres. C'est quelque chose qui nous amène à vivre extrêmement pacifiquement. Et je le dis toujours, je suis un homme pacifique, mais je ne suis pas un homme non violent. C'est-à-dire que la violence peut résoudre énormément de choses. D'ailleurs, souvent, la violence résout, ou souvent, parfois j'entends, la violence ne résout rien. Non, non, la violence est ce qui résout quasiment tous les problèmes. Parce que la violence met les gens d'accord. En revanche, et c'est très très intéressant, et c'est très important que vous compreniez cette nuance, il ne faut pas initier la violence. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vers vous et vous donne un coup sur la tête, c'est lui qui a initié la violence, et donc il va s'exposer à votre réponse. Ou si vous le voyez venir avec l'intention de donner un coup sur la tête, vous pouvez déjà prévenir cette violence qui est déjà initiée, parce que dans sa tête, il a déjà l'intention de le faire, et en utilisant la violence pour vous défendre. Bon, alors, si votre défense implique que vous allez aller jusqu'à pulvériser, détruire le pays adverse, le pays ennemi, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la moindre capacité et même envie de vous nuire à tout jamais, Rome a détruit Carthage et a semé du sel pour que Carthage ne repose plus. Les États-Unis, les Américains et les Anglais ont rasé l'Allemagne et le Japon. En tout cas, l'Allemagne et le Japon n'ont plus attaqué les États-Unis. Donc, on peut aller jusque-là, en réponse à la violence. Alors, je sais, vous allez me dire, ah oui, mais qu'est-ce qui se passe si vous faites croire que l'on vous attaque pour ensuite attaquer? C'est un peu l'histoire du 11 septembre pour justifier les guerres en Afghanistan et en Irak. Oui, mais en fait, faire croire que ça fait partie de l'initiation de la violence. Alors, je ne vais pas m'étendre sur cette philosophie, je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre cette notion de ce que veut dire initier la violence de manière sincère, et donc d'y répondre également de manière sincère et honnête. Donc l'ennemi est celui qui initie la violence contre vous, qui se déclare être votre ennemi si ce n'est pas trop déjà évident pour vous. Et donc l'ennemi doit être combattu dans toutes ses formes et dans toutes ses représentations jusqu'à ce qu'il ne présente plus de menace. Et si pour qu'il ne représente plus de menace, cela veut dire l'éradication totale de cet ennemi, soit. Je pense que la plupart du temps, une démonstration de force suffisante dans un État qui sait se défendre et qui est vigilant par rapport à ses ennemis potentiels, eh bien, si vis pacem parabellum, eh bien, si vous êtes suffisamment préparé, l'éventuelle attaque peut être envoyée avec une telle force
que l'ennemi, au bout d'un moment, n'a plus de raison de vous attaquer parce que finalement, il va se dire entre vouloir subvertir, envahir, coloniser, attaquer une nation ou un groupe de nations devient trop cher, trop coûteux. Si chaque fois que j'attaque, je me prends 50% de perte dans ma population, au bout d'un moment, ma propre population va dire on arrête les conneries. Et c'est tout à fait quelque chose qui s'est passé. Je prends un exemple complètement au hasard, mais lorsque l'islam a attaqué à plusieurs reprises l'Europe au 6e, 7e siècle, enfin au 7e siècle plutôt, 8e siècle, d'une part passant par l'Espagne, en attaquant les côtes, en ayant conquis la Sicile notamment, et en attaquant les côtes sud-méditerranéennes, et puis plus tard au 14e, enfin 13e, 14e, et plus tard l'attaque contre disons, les territoires l'Empire romain grec, enfin d'Orient, puis l'invasion après avoir pris le Levant, de monter dans les Balkans, eh bien la défense de l'Europe a été tout d'abord les croisades, puis la reconquête de l'Espagne, la reconquête des Balkans, et cette conquête a fini par la colonisation, si on veut, d'une part, en tout cas l'occupation militaire de toute l'Afrique du Nord et de tout le monde musulman. Je veux dire, en 1920, il n'y a aucun pays musulman qui n'est pas occupé par les puissances occidentales, notamment européennes. Et la source de cette occupation, alors bien sûr, ça fait partie aussi de l'impérialisme qui s'est développé au cours du XVIIIe et XIXe siècle, mais la source, c'est l'agression du monde islamique sur le monde chrétien, mais en tout cas européen, ce qui me concerne. Voilà, alors ensuite, dans les années 60, il n'y a aucune velléité du monde, on va dire, islamique, musulman, pour peu qu'il existe, puisqu'il y a plein de nations différentes, de conquérir l'Europe, évidemment. Donc il y a eu des moments dans l'histoire où, par exemple, après avoir eu des invasions mutuelles initiées par l'islam, il faut toujours bien connaître qui a commencé, hein. Enfin, il y a eu un moment de paix, c'est-à-dire que dans les années 60-70, l'Occident n'avait pas vocation à envahir, occuper, même dans les années 80 ou 90, à occuper les terres qui sont habitées par la majorité de musulmans. Bon. Ça, c'est l'ennemi. Donc l'ennemi, il se détruit, on brise sa volonté de combattre, mais on peut lui montrer aussi de la clémence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a gagné et qu'on a soumis un ennemi, et que celui-ci, de fait, est obligé de se rendre, je crois qu'il est souvent dans l'avantage du vainqueur de lui tendre la main, de lui dire tu as bien combattu, tu regrettes de nous avoir attaqués, tu as vu ce qu'il en coûte de nous avoir attaqués, maintenant nous nous sommes calmés, nous avons suffisamment détruit tes forces armées, tes capacités de production industrielle ou simplement ta population. Maintenant nous souhaitons te donner l'opportunité d'être en paix. Et le plus cette possibilité, à mon avis, est clémente, le plus la paix peut être durable. Avec des exceptions, puisqu'on a vu que parfois faire une paix clémente ne fait que motiver, donner de l'espoir à l'ennemi de se relever et de combattre à nouveau. On peut aussi imaginer, voilà, l'Allemagne en 1919, elle a été à la fois trop humiliée ou pas assez, et donc elle est repartie au combat 20 ans plus tard. En revanche, on peut très bien aussi imaginer que la philosophie qui motive l'ennemi à nous attaquer doivent être éradiquées. C'est ce qu'ont fait les Alliés en 1945 par la dénazification de l'Allemagne, où toute velléité de la philosophie nationale socialiste allemande a été totalement éradiquée du peuple allemand, et à quelques rarissimes exceptions près, qui ont été embauchés par les Américains dans l'opération Paperclip. Enfin bon, autre sujet. Mais voilà, on peut tout à fait décider qu'une philosophie, ça peut inclure les religions, suite à leur agression répétée, soit totalement éradiquée. C'est tout à fait envisageable, c'est tout à fait dans ce qui peut arriver dans un conflit. Alors, l'adversaire, quant à lui ou quant à elle, eh bien, il part du principe qu'il doit être dans notre groupe. C'est au sein d'un groupe qu'on a un combat qui est d'ordre d'idées, d'ordre philosophique, d'ordre de, à la limite, prise de pouvoir, mais qui implique un respect de l'autre. C'est-à-dire que je crois, fondamentalement, que quelqu'un qui fait partie de ton équipe, qui fait partie de ton peuple, qui fait partie de ta civilisation, peut avoir, bien sûr, une situation de conflit d'adversaire, mais il faut se respecter parce que ce n'est pas un ennemi. Malgré tout,
malgré les divergences d'opinion, malgré les divergences de vision politique, etc., il fait partie du groupe. Par exemple, personnellement, je déteste et je hais au plus haut point la pensée socialiste. Je pense qu'elle est destructrice, elle est idiote, elle est stupide, elle est illogique, et elle ne se base pas sur les réalités de l'anthropologie humaine. Cependant, les socialistes, y compris dans mon pays, la Suisse, ne sont pas mes ennemis. Ce sont des adversaires de pensée. Je pense qu'ils sont idiots, je pense qu'ils sont ils se fourvoient pour la plupart. Peut-être que certains, à leur tête, on en viendra, sont des traîtres, mais dans l'immense majorité, je les vois comme des adversaires. Donc ce ne sont pas des gens contre qui nous devons prendre les armes. Et même, je dirais qu'au-delà de l'insulte légère, ce ne sont pas des gens qui sont que l'on doit trop insulter, voire même, certainement, ce ne sont pas, les adversaires ne doivent jamais être traités de traîtres. Celui que l'on traite de traître, traiter quelqu'un de traître, c'est une offense extrêmement grave. Donc je m'abstiens de dire que les socialistes sont des traîtres, même si je déteste leur manière de voir les choses et leur mode de penser. Donc l'adversaire doit être combattu par la logique, par la raison, par les mots, souvent ceux qui ont moins de faits en leur faveur utilisent plus la dialectique et la rhétorique, mais le combat des idées, il doit se faire de manière ouverte, logique et rationnelle, à mon avis. Après, le traître est une autre chose. Le traître, c'est celui qui vous trahit face à l'ennemi, qui va vous vendre, qui va obtenir des avantages de la part de l'ennemi en échange d'informations, en échange des clés des portes de la ville. C'est arrivé à Tolède, par exemple. Ça peut être celui qui vous fait du mal et qui vous affaiblit pour que l'ennemi puisse prendre fait et cause. Alors là, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que celui qui vous fait du mal et qui avantage l'ennemi sans s'en rendre compte, qui sincèrement pense que, par exemple, le socialisme est extraordinaire et qu'il faut ouvrir les frontières, mais qui ne se rend pas compte que ce faisant, il ouvre les portes à l'ennemi, eh bien, ce n'est pas techniquement un traître. Il est juste inconscient, idiot, mais ce n'est pas un traître. À partir du moment où il est conscient de ce qu'il fait et qu'il est conscient qu'en faisant venir l'ennemi au sein de la cité, en ayant ouvert les portes, ou en ayant facilité, ou en ayant donné de l'information, ou saboté votre capacité de vous défendre, quelle qu'elle soit, à partir de ce moment-là, c'est un traître, et le traître doit être pourchassé sans pitié, et le traître doit être d'une part éliminé sans pitié, mais aussi éliminé de manière à ce qu'il serve d'exemple pour les éventuels traîtres potentiels. C'est-à-dire que son nom doit être, dans l'idée publique, son nom doit être vilifié pour les temps futurs. Son nom doit être synonyme de vilainie et de traîtrise, et que la honte s'abatte sur sa famille. La punition doit être au-delà que physique. Alors évidemment, il faut éliminer la personne physiquement. Je veux dire, il faut l'exécution sur place publique est la moindre des choses, à mon avis. Et c'est d'ailleurs, en cas de guerre, dans le code militaire, la peine de mort existe toujours, hein, dans tous les pays, pratiquement. Je pense que c'est dans tous les pays. En tout cas, en Europe, elle existe encore. Mais il doit y avoir un mélange de... Je veux dire, ça doit être la chose la plus vile qui existe dans l'espèce humaine, la traîtrise. D'ailleurs, lorsqu'un ennemi conquiert par exemple un pays fait une guerre et il va conquérir une autre guerre, traditionnellement dans l'histoire, le traître, certes, on lui donne l'argent qu'on lui a promis, mais on le méprise. Et dans beaucoup de cas, le traître est ensuite exécuté par ceux qui ont gagné. Parce qu'on ne va jamais accepter, on ne va jamais faire confiance dans quelqu'un qui a pu trahir les siens. Et donc, le traître est la chose la plus vile, la plus ignoble qui puisse exister dans l'espèce humaine. Parce qu'aucune ethnie, aucune tribu ne trahit les siens. Encore une fois, il faut en être conscient. Si vous croyez sincèrement que oui, nous faire envahir, c'est très très bien parce que c'est difficile de le savoir, mais c'est là où l'idée de la démocratie, c'est-à-dire que si une nation décide que parce qu'on s'est fait attaquer ou parce que nous avons décidé que de désigner quelqu'un comme notre ennemi, celui qui va l'aider, même en croyant faire le bien, ça restera aussi un ennemi. Et donc il devra en subir les conséquences. Et donc,
il y a vraiment une différence. Et le message que j'essaie de vous faire passer, de manière peut-être pas très subtile, c'est que la manière dont nous devons nous traiter les uns les autres, c'est que nous devons à chaque fois faire attention entre qui est l'ennemi, qui est l'adversaire et qui est le traître. Et qu'on peut discuter certainement avec l'adversaire, et évitons, notamment sur Internet où les gens disent tout et n'importe quoi, évitons sans doute les insultes et les propos qui fâchent. Souvent, nous crêpons le chignon, enfin bon, c'est pas mon cas, mais nous crêpons le chignon sur des détails avec des gens sur lesquels nous sommes d'accord sur la majorité des choses, et surtout des gens qui font partie de notre groupe. Alors que nous sommes beaucoup plus tolérants face aux traîtres. Les traîtres ne devraient avoir aucune tolérance, ils devraient être châtiés immédiatement, ils devraient être pourfendus et humiliés et châtiés sur place publique. L'ennemi, quant à lui, eh bien, dans une certaine mesure, on peut négocier, on peut discuter avec l'ennemi. Surtout si c'est un combattant fier et digne. Rappelez-vous que dans les temps anciens, lorsqu'un peuple soumettait un autre peuple par la guerre, généralement on épargnait les femmes puisqu'on les récupérait pour les prendre avec celui qui a gagné. Mais les combattants courageux du soumis étaient généralement, on leur offrait la vie sauve et on leur permettait de rejoindre le gagnant parce qu'ils avaient montré leur valeur au combat. Et que tout peuple qui a du sens et qui a une logique veut assimiler les combattants de l'ennemi qu'il a soumis à condition qu'ils se soient bien battus. Si ils ont baissé la tête, s'ils ont pleurniché, et surtout s'ils ont mendié la vie sauve, en général, ils sont exécutés, ils sont tués immédiatement. C'est pour ça que l'on apprend aux petits garçons de ne jamais pleurer. Ce n'est pas parce que nous sommes des paternalistes insensibles, c'est parce que face à l'ennemi, montrer la faiblesse, c'est la garantie de l'extermination. Alors que montrer sa force, même si on est battu, nous laisse une chance de survivre. Très très important. Et donc, après, on peut aussi choisir de mourir au combat et de ne jamais se soumettre et de choisir la mort. Ça arrive. Mais ça, c'est une réflexion de mâle, d'homme. Parce que les femmes, elles vont rarement choisir la mort, elles vont préférer survivre, parce que surtout si elles sont jolies et en phase de reproduction, l'ennemi va vouloir récupérer les femmes pour s'accoupler avec, et parfois va épargner les enfants qu'elles ont déjà eus avec les précédents, et donc le peuple, la génétique va pouvoir perdurer à défaut de la culture et de la civilisation. Donc il faut bien se rendre compte de l'anthropologie qu'il y a là derrière. En revanche, le traître, on lui laisse aucune chance, il va être banni, et généralement ceux qui ont utilisé le traître pour vaincre vont généralement le chasser, le bannir et lui dire va faire ta traîtrise ailleurs, tiens, voilà ton or, voilà tes avantages qu'on t'a promis, peut-être, et fiche-moi le camp, espèce de sous-merde. Parce que personne ne respecte les traîtres. Lorsque le coup d'État pro-soviétique a eu lieu en Bangladesh, je crois que c'était en 1974, à vérifier, les traîtres dans la presse, dans les médias pro-soviétiques, qui ont précipité la révolution communiste au Bangladesh, lorsque les communistes ont pris le pouvoir, ils sont allés prendre tous ces gens et ils les ont tués. Et parce qu'on ne peut pas accepter les traîtres. Celui qui a trahi une fois pourra trahir encore, et encore, et encore. Donc on ne peut pas les accepter. Bref, c'est de l'anthropologie de base. C'est pas très sorcier ce que je vous dis là. Donc tout ça pour vous dire que voilà, il y a une différence, il faut bien faire une différence entre qui est notre ennemi, qui est notre adversaire, et qui est notre traître. Ensuite, nous sommes dans un monde où, par l'atomisation des structures, il est très difficile de savoir qui est notre ennemi, qui est notre adversaire. C'est pour ça que les gens s'excitent, c'est pour ça que sur Internet, tout le monde traite tout le monde de traître alors qu'on ne sait même pas qui il fait partie. Il y a des gens qui me disent toi et ta civilisation, on va vous convertir. Ce ne sont pas mes adversaires, ce sont mes ennemis, mais ce ne sont pas des traîtres. Donc c'est quelqu'un avec qui je peux discuter. Je peux dire ok, très bien, tu veux me convertir, ben on verra bien. Tu veux m'envahir, on verra bien. Je me prépare. Mais
je vais discuter avec toi. Je vais apprendre qui t'es, pourquoi, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes forces en présence, c'est quoi tes trucs. Est-ce que quand tu dis qu'au fond, nanana, est-ce que t'es pas en train de me mentir? Ok, le mensonge est une arme de guerre, c'est pas forcément une traîtrise. N'est traître que celui qui fait partie de ton groupe. Le journaliste, le politicien, le militaire de haut niveau qui vend ton armée, euh, le vendeur de canons qui est censé défendre, amener des défenses de ton pays, mais qui vend ses armes à l'ennemi pour de l'argent, etc. Ça, ce sont les traîtres. Ce ne sont pas les adversaires, ce ne sont pas juste des ennemis. Donc, il est très important de bien comprendre comment ça fonctionne, parce qu'à très petite échelle, dans une période difficile ou en phase de survie, il va falloir être très ferme, il va falloir être très dur, et la définition de qui sont ceux qui font partie de votre groupe, même étendu, et, et donc des gens que vous allez aider dans la mesure de vos moyens, par rapport aux ennemis et par rapport aux éventuels adversaires dans votre groupe qui n'ont pas la même idée que vous, auxquels il faut avoir peut-être de la fermeté, mais en tout cas une ouverture d'esprit, eh bien, ces différences sont fondamentales parce que vous n'allez pas commencer à vous énerver avec les membres de votre groupe en faisant la confusion entre justement traître, ennemi et adversaire. Donc ces trois définitions, elles sont très très importantes. Et je parlerai une autre fois d'un quatrième cas qui est celui du crime, du criminel. Le criminel est une chose encore différente. Euh, voilà. Donc l'ennemi, l'adversaire, le traître sont trois notions importantes à définir et d'être très clair avec vous, avec vos convictions par rapport à qui c'est. Moi, personnellement, je suis très très clair avec ça. Et l'ennemi est donc, pour moi, moins grave que le traître. Sur ce, préparez-vous en fonction de tout ça. À très bientôt.